Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme chaque semaine qui commence, je me permets de vous rappeler les petits gestes qui nous sont tant utiles. Pensez à commenter et partager cette vidéo après avoir cliqué sur le pouce en l'air. Et évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Au programme ce soir, le point sur la guerre à l'Est. Alors que l'armée russe était défaite et en déroute dans les médias occidentaux, Volodymyr Zelensky accuse le coup depuis l'attaque du pont de Crimée qui a visiblement décidé Vladimir Poutine à passer à la vitesse supérieure. Nous ferons ensuite le point avec François Asselineau sur la présence française et russe en Afrique. Mais avant, nous revenons sur la marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par l'extrême gauche dimanche. C'est un succès mitigé pour la marche contre la vie chère. Lancée par les Insoumis il y a plusieurs mois, le rassemblement de dimanche a évité le fiasco de peu sans toutefois parvenir à faire l'union populaire scandée par Jean-Luc Mélenchon. Un tour de chauffe en demi-teinte avant une journée de grève générale. Le point tout de suite. 140 000 personnes selon les organisateurs, 30 000 selon la police. Un immense succès pour Jean-Luc Mélenchon. Un gros fiasco pour beaucoup de commentateurs. Il faut dire que le climat anxiogène de la rentrée pouvait laisser penser que l'affluence à la marche contre la vie chère serait plus importante. Plus encore lorsque l'on pense à la médiatisation de l'événement depuis l'été. Et si le contexte de tension sociale autour des raffineries pouvait servir la cause, les pénuries de carburant, elles, ont dû compliquer la tâche des Français non parisiens, et ce malgré l'affrètement d'une centaine de bus en provenance de toute la France. La manifestation restera donc bien en deçà des mobilisations des Gilets jaunes, où même le gouvernement avait concédé à plusieurs reprises des rassemblements de plusieurs centaines de milliers de personnes. En réalité, comparaison n'est pas raison, car si des Gilets jaunes s'étaient mobilisés dimanche, la marche contre la vie chère organisée par les Insoumis avait un petit accent bobo, peu engageant pour une grande partie des Français. La deuxième partie du nom de l'événement, contre l'inaction climatique, a du mal à mobiliser, tant les écologistes ont raconté n'importe quoi pendant des années. En témoigne leur travail de sable des centrales nucléaires qui va permettre aux Français de se faire plumer pour payer leur électricité. De quoi symboliser une contradiction évidente dans la ligne des personnalités d'extrême gauche très parisiennes mobilisées dimanche. Certains d'entre eux ont d'ailleurs fait les frais du rejet de la foule. Aymeric Caron a notamment été contraint de fuir devant des manifestants qui scandaient des slogans tels que « Collabo » ou « Caron, casse-toi chez Ruquier ». C'est pas en marchant et en faisant n'importe quoi. Et la manif, c'est pas une fête. Eric, c'est lui qui se fait. Non, mais tout le monde. Une marche décidément assez populaire dans tous les sens du terme et menée par une élite peu encline à séduire. Pour la photo, Jean-Luc Mélenchon a pu s'afficher avec Annie Ernaux, auteure récemment auréolée du prix Nobel, pour une œuvre bien pensante que sans doute bien peu de Français ont lue. Il a également pu compter parmi les vedettes de la marche Philippe Poutou. Le leader du NPA a quant à lui eu l'occasion le soir même de s'illustrer sur le plateau de BFM TV avec un humour plutôt savoureux. On aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde en fait. S'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même, pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Une provocation amusante sur la chaîne de Patrick Drahi qui n'empêchera toutefois pas de laisser un goût mitigé à cette marche. En effet, avec une absence remarquée des syndicats, la mobilisation n'aura pas marqué les esprits et n'offrira pas de plébiscite à l'extrême gauche qui souffre déjà des affaires de violence ou de harcèlement sexuel en interne. L'Union populaire, qu'invoque dès qu'il le peut Jean-Luc Mélenchon, attendra donc une opération que tenteront les syndicats, le SNES, FO, Sud, la CGT et les officines étudiantes toujours partantes dès mardi en lançant un mouvement de grève générale avec des perturbations dans les transports en commun, les ports, les écoles, les EHPAD, ainsi que dans les centrales nucléaires en maintenance. Pas sûr toutefois que cela ne permette un plus grand engouement populaire, ni un fléchissement du gouvernement, déjà prêt à dégainer le 49.3 pour le budget.
Et revenons à présent au conflit ukrainien. Comme nous l'avions pressenti, l'attentat contre le pont de Crimée a bel et bien ouvert une nouvelle étape dans la guerre. La Russie frappe davantage et cible des villes de pouvoir, une offensive que les combattants ukrainiens peinent à affronter. La planche à billets fuse pour l'Ukraine. D'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, aux États-Unis comme à Bruxelles, la note ne finit plus de monter pour alimenter la guerre en Ukraine. Des fonds présentés comme une aide pour le pays de Volodymyr Zelensky face aux troupes russes. Au-delà de l'argent, des armes sont également directement déversées dans le conflit depuis 8 mois. Des équipements qui échappent régulièrement à leurs destinataires pour arriver parfois entre des mains peu recommandables. À cela s'ajoute aussi l'envoi massif de compétences. En effet, des agents occidentaux, envoyés notamment par l'OTAN, sont sur place depuis au moins 2014 pour former les esprits ou les combattants. De son côté, la France a fait savoir qu'elle allait former au moins 2000 soldats ukrainiens en France. Une nouveauté qui rend encore un peu plus difficile la position de non-belligérant qu'Emmanuel Macron continue d'affirmer. Reste que malgré un soutien quasi unanime de l'Union européenne et des Américains, le camp ukrainien accuse résolument le coup sur le terrain. Une situation qui tranche pourtant radicalement avec le matraquage médiatique qui glosse sur des troupes russes en déroute depuis plusieurs mois. En réalité, tout porte à croire que la stratégie de Vladimir Poutine est autant cousue de fil blanc qu'évolutive. Dans ce cadre, il semble que l'attentat perpétré il y a 10 jours contre le pont de Crimée, dont l'utilisation est cruciale pour l'acheminement de matériel aux combattants, a poussé Poutine à changer de braquet dans le conflit. Ainsi, malgré quelques rares incursions, le président russe avait concentré l'essentiel des efforts sur la partie est de l'Ukraine. Désormais, les frappes contre des villes centrales, dont la capitale Kiev, se multiplient. Des drones kamikazes ou non seraient notamment utilisés pour détruire des lieux stratégiques de stockage logistique. Face à cela, l'Ukraine semble bien démunie. En témoignent ces images de policiers ukrainiens tentant d'éliminer les drones avec des tirs de fusil. Une interception ratée. Et si les Occidentaux protestent contre l'Iran qui fournirait ces engins de haute technologie à la Russie, on s'étonne que les armes fournies à profusion en Ukraine ne puissent pas contrer ces attaques. En réalité, tout porte à croire que l'OTAN déverse des armes et des munitions sur l'Ukraine depuis le début du conflit, mais les bras manquent. En effet, comme les Occidentaux misent sur un jeu de dupes où ils affirment n'envoyer aucune troupe de soutien sur place, les combattants ukrainiens sont globalement seuls à affronter les Russes. Des Russes commandé par un nouveau chef de l'opération spéciale, un certain Sergueï Sourovikine, surnommé le général Armageddon. Il est parmi les militaires les plus gradés de Russie et permet ainsi de nourrir tous les fantasmes occidentaux sur de prétendus penchants sanguinaires et missions macabres à son actif. Il n'a pourtant pas participé à la guerre en Irak, contrairement à un grand nombre de dignitaires otaniens. Dans les faits, tout porte à croire que Poutine veut saper le moral des troupes ukrainiennes et calmer les accès médiatiques compulsifs de Volodymyr Zelensky, qui oscille tantôt entre demandes d'aide plaintive et tantôt discours de cohésion triomphateur à la manière d'un toxicomane entre deux prises. Comme toujours, une seule proposition ne semble toujours pas avoir sa place dans le conflit, celle de se remettre autour d'une table pour discuter la paix, aux plus grandes dames des peuples de l'Est de l'Europe. Et depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine, les médias pointent du doigt la responsabilité du Kremlin, cette fois dans la débâcle française en Afrique. Après avoir été presque contrainte de mettre un terme aux opérations de l'armée au Mali, la présidence d'Emmanuel Macron marque une chute de popularité du pays sur le continent africain. Le président de l'UPR, François Asselineau, revient pour nous sur cet état de fait. Je pense que c'est une tendance de long terme qui s'était déjà concrétisée, j'allais dire, après la fin de l'ère Chirac. Les successeurs de Chirac, c'est-à-dire Sarkozy, Hollande et Macron, apparaissent aux yeux des publics en Afrique, Afrique du Nord comme Afrique centrale et Afrique francophone, où ils leur apparaissent comme ils nous apparaissent à nous, c'est-à-dire des agents de l'étranger. En fait, Macron, il apparaît comme quelqu'un qui ne défend pas les intérêts de la France, qui défend les intérêts d'une oligarchie. Ajoutons à cela que le franc CFA est lié à l'euro et que donc nous, déjà, la politique de la Banque centrale européenne ne convient pas
à notre politique, à nos intérêts nationaux les plus importants, les plus fondamentaux. Vous imaginez comment il est absurde que les pays d'Afrique voient leur politique monétaire fixée par des gens qui sont à Francfort. Donc face à ça, il me semble que la France devrait avoir une politique totalement nouvelle vis-à-vis de l'Afrique, parce que c'est un de nos trésors, l'Afrique. C'est grâce aux pays d'Afrique que la langue française ne cesse de se développer dans le monde. Je rappelle qu'en 2060, il y aura peut-être la langue française sera peut-être la troisième langue la plus parlée dans le monde, grâce aux pays d'Afrique. Deuxièmement, c'est des pays qui sont en croissance économique. Ce sont des pays où on trouve de plus en plus de matières premières dont nous aurons terriblement besoin. Et puis, accessoirement, on ne peut pas se désintéresser de l'Afrique. D'abord parce qu'il y a des liens familiaux, historiques, linguistiques, universitaires dans tous les domaines, industriels aussi. Mais aussi, il y a des questions migratoires qui se posent derrière. Et si l'on veut, comme le souhaitent énormément de Français, mais aussi beaucoup de pays d'Afrique d'ailleurs, réguler les flux migratoires et pouvoir fixer les populations dans leur pays d'origine, il faut qu'on participe au développement de l'Afrique. Or, loin de faire tout ça, qu'est-ce que fait la France depuis des décennies ? Elle est lancée dans la construction européenne, dont j'ai rappelé, je suis le seul responsable politique depuis 15 ans à le dire, que nous donnons beaucoup plus d'argent par habitant à des habitants de pays comme la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, qui sont des pays, les pays baltes, je suis désolé, on n'a pas de lien traditionnel avec eux. Ce sont des pays déjà à revenus moyens qui sont déjà assez satisfaisants. On en donne beaucoup plus par habitant que nous n'en donnons aux pays d'Afrique francophone. Le résultat des courses, c'est que, effectivement, qui va à la chasse perd sa place, dit le dicton, et plus la France donne de l'argent aux pays de l'Est, qui ne nous le rendent d'ailleurs absolument pas, puisqu'ils sont complètement alignés sur les États-Unis, eh bien, plus l'image de la France se dégrade dans les pays d'Afrique, et nous sommes remplacés un peu par les États-Unis, mais surtout par la Chine et par la Russie. Et le discours de Vladimir Poutine actuellement, comme le discours des autorités chinoises, est un discours qui frappe beaucoup les esprits dans beaucoup de zones du monde, en particulier dans les pays d'Afrique. Lorsque Vladimir Poutine se bat contre l'unilatéralisme du monde occidental, ça parle aux populations africaines. Lorsque Macron va à l'ONU en train de dénoncer le néocolonialisme russe, ça marche pas parce que c'est faux. Donc Macron ne comprend rien à l'Afrique. Il a eu des propos qui ont été jugés extrêmement insultants par beaucoup d'Africains. Quand il était allé à Mayotte, il avait plaisanté d'une façon absolument scandaleuse sur les immigrés qui se noient dans le canal de Mozambique en disant qu'on partait à la pêche aux Comoriens. Lorsqu'ensuite il s'est rendu au Burkina Faso, il faisait chaud dans l'université, donc le président Roch Kaboré s'est un moment absenté et Macron a fait rire la salle contre le président de la République en exercice en disant « Ah ça y est, il est parti aller réparer la climatisation », ce qui est quand même extrêmement offensant. Je passe des détails, mais par exemple, vous savez qu'en ce moment, en Afrique du Sud, la France n'a pas bonne presse. La France n'a pas bonne presse au Burkina. La France n'a pas bonne presse au Mali. La France n'a plus bonne presse en Centrafrique, etc. Donc c'est une débandade générale. Alors moi, je suis obligé de constater que on a dit aux Français depuis des décennies que la construction européenne allait nous rendre plus forts, plus puissants dans le monde. On constate dans tous les domaines, absolument tous les domaines, et en particulier en matière géopolitique, que la France est en train de se couper de ce qui fait l'un des piliers de sa puissance mondiale, c'est justement le rayonnement de la langue française dans tous les pays d'Afrique et les liens d'amitié traditionnels qu'elle avait noués avec des pays qui, je le répète, au XXIe siècle, vont être des sources notamment de matières premières tout à fait considérables, hydrocarbures ou bien des terres rares, puisqu'actuellement le monopole c'est quasiment en Chine. En bref, Macron a tout faux sur l'Afrique comme sur le reste.